Amandine Bégaud et Thomas Soto. Il est 8h16, l'interview d'Amandine Bégaud. Ce matin, vous avez choisi, Amandine, de braquer les projecteurs sur cette indispensable journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, vous avez choisi de recevoir la députée macroniste des Yvelines, Aurore Bergé, venue avec une proposition très concrète. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Aurore Bergé, je précise que vous avez été ministre de l'égalité homme-femme. Vous proposez donc d'inscrire dans la loi l'imprescriptibilité civile des viols commis sur les mineurs. En clair, d'en finir avec la prescription. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? Concrètement, ça veut dire qu'une victime de violences sexuelles, une victime de crimes sexuels, quand ça a été commis sur elle, quand elle était mineure, ne pourra plus jamais entendre dire « c'est trop tard ». Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est le couperet qui tombe sur beaucoup de victimes. Les victimes, elles parlent quand elles peuvent parler, quand elles ont décidé de le faire, quand elles ont la capacité à le faire. Et le fait d'entendre dire c'est trop tard, donc il n'y aura pas d'accès possible à la justice, est un couperet d'une violence inouïe, alors que les victimes elles-mêmes vous disent souvent « nous, on est condamnés déjà à perpétuité par le simple fait d'avoir été victime de violences sexuelles ». L'imprescriptibilité civile, pourquoi pas l'imprescriptibilité tout court? C'est hyper technique, mais... Ça peut paraître technique, mais c'est vrai que c'est un débat juridique, mais pas que juridique, évidemment. Ce que demandent les victimes que moi j'ai pu rencontrer, c'est encore une fois la possibilité d'avoir accès à la justice et l'espoir peut-être d'une réparation. Elles ne disent pas d'ailleurs « je veux la garantie que cette réparation existe, je veux la garantie d'une condamnation parce que personne ne pourrait la donner, mais je veux au moins qu'un accès à la justice puisse exister ». Et l'accès à la justice en matière civile, c'est bien le cas, et la possibilité même d'une réparation, normalement c'est ce que permet justement le procès au civil. Procès pénal, c'est différent, c'est la société, elle, qui demande la condamnation d'un accusé. C'est donc deux choses qui sont différentes, et je crois que ce qui est important, au-delà du débat juridique, c'est de garantir que toutes les victimes mineures puissent un jour, si elles le souhaitent, si elles s'en sont capables, encore une fois, parce que c'est leur volonté qui doit être respectée, avoir accès à la justice. Mais on pourrait se dire qu'un viol sur mineur est un crime suffisamment grave pour qu'il soit jugé même 30, 40 ou 50 ans après les faits. Ce sera bien le cas. Il y aura cet accès si cette loi est adoptée. On est déjà une centaine de co-signataires sur cette proposition de loi que je dépose aujourd'hui. J'espère que ce sera bien plus large demain, évidemment, à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas à l'unanimité, je le souhaite en tout cas. Mais donc, il y aura cet accès à la justice qui pourra exister. Encore une fois, la violence aujourd'hui de s'entendre dire quand on a été victime d'inceste, quand on a été victime de violences sexuelles, d'un viol alors qu'on était mineur, en fait c'est trop tard, vous n'aviez qu'à vous signaler plus tôt, est une violence supplémentaire qu'on impose à des victimes et je crois qu'il est temps d'y mettre un terme. Et ça c'est pour les personnes mineures au moment des faits. Pour les victimes majeures, est-ce qu'il y a besoin de changer les règles aujourd'hui ? Oui, pour les victimes majeures, c'est un autre mécanisme qu'on propose, ça s'appelle la prescription glissante. Pourquoi ? Parce que malheureusement, celui qui a commis un crime sexuel, souvent récidive. Et donc l'idée, c'est que la prescription parte de la dernière infraction qu'il aura commise. Vous voyez bien que dans la plupart aujourd'hui des affaires que l'on commente, des affaires qui sont traduites en justice, il n'y a pas eu une seule fois un crime qui a été perpétré. Il y a eu souvent plusieurs crimes de la même personne, ce qui pose beaucoup de questions d'ailleurs sur la condamnation, sur le respect de cette condamnation, sur la capacité à revenir dans la société, sur les enjeux de santé publique évidemment. Mais là, la prescription glissante garantira pour les victimes majeures que cet accès à la justice puisse se poursuivre. Vous évoquiez à l'instant, Aurore Bergé, les affaires médiatiques. Et il y a ce procès des viols de Mazan avec les réquisitions qui débutent aujourd'hui. On a tous bien sûr été bouleversés par cette affaire, par Gisèle Pellicot, cette femme qui a été droguée pendant des années et des années par son mari qui la faisait violer par des inconnus. Est-ce que c'est l'échec de tous notre politique, de notre société, j'allais dire, sur toutes ces questions-là depuis des années, ce procès? C'est un échec collectif, ça c'est une certitude, parce que en fait, Mazan, ça contient en interne de ce procès la plupart de ce qu'on dénonce en fait sur la question des violences sexuelles. Déjà, je pense que la violence sexuelle, c'est quelque chose qui est tellement insoutenable pour nous en tant qu'êtres humains, pour nous en tant que parents, en tant que conjoints, qu'on essaie de le mettre le plus à distance possible en se disant cette chose horrible, moi, ne m'arrivera jamais, ou elle ne peut pas arriver dans mon
mon entourage immédiat. Sauf que la vérité sur les violences sexuelles, c'est que malheureusement, ça peut nous arriver. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage, sans le savoir peut-être, à qui c'est arrivé. Statistiquement, on connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. Mais la statistique est encore plus terrible. C'est que si on connaît quelqu'un qui a été victime, c'est qu'on connaît sans doute aussi dans nos entourages, professionnels, familiaux, sociaux, des gens qui ont commis ces violences. Et ça, c'est tellement insupportable à entendre et même insupportable à dire ce matin à micro qu'on veut en permanence le tenir à distance. Il ne faut plus qu'on le tienne à distance. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que chaque homme est quelqu'un qui serait violent par puissance, violent par principe. Évidemment que non. Moi, je ne tiens pas du tout ce discours-là. Je pense qu'il faut au contraire embarquer toute la société dans un combat qui est le combat sur l'éradication de ces violences-là. Ça commence dès le plus jeune âge. Ça commence par l'éducation. Regardez tous les débats sans fin qu'on a sur l'éducation à la vie affective à l'école, alors qu'en fait, c'est déjà ça. C'est apprendre le respect du corps, de l'intégrité du corps, le fait qu'on n'a pas le droit de toucher, évidemment, à un enfant. C'est la question du porno. Désolée d'aborder ce sujet-là, mais aujourd'hui, là encore, on se dit nos enfants peuvent pas être concernés. Mais là aussi, statistiquement... Mais pardon, Aurore Berger, j'ai l'impression qu'on entend ça depuis des années et des années. Il y a eu plein de mesures annoncées, vous en avez annoncé, les précédentes ministres l'ont fait aussi. Michel Barnier va annoncer encore aujourd'hui une série de mesures. Alors ça tombe toujours à cette date-là. Alors c'est mieux que rien, vous allez me dire, mais donc permettre à chacune de pouvoir porter plainte dans tous les hôpitaux de France. Et certes, c'est une vraie avancée, parce que oui, une victime, elle n'a pas forcément envie d'aller au commissariat 24 heures, 48 heures après un viol ou une agression, et de répéter, on est d'accord. Mais pourtant, le problème, lui, il est toujours là. 122 femmes victimes de féminicide depuis le début de l'année. C'est le chiffre du collectif Nous Toutes. Ça fait un décès tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'on prend mieux en charge les victimes. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais les drames, eux, continuent. Alors, on les accompagne mieux. Ça, c'est une certitude. On les accompagne mieux en matière de dépôt de plainte. Il y a une formation systématique, police, gendarmerie. Il y a des intervenants sociaux aujourd'hui en police et en gendarmerie qui sont présents. Il y a en effet cette capacité plus simple à porter plainte. On a déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qui cloche pour que ça continue ? Mais parce que, vous savez, en Espagne, parce qu'on parle souvent de l'Espagne, il a fallu un drame, un seul, pour que toute la société à un moment se dise ça me concerne aussi. Et nous, on a le sentiment finalement que, quels que soient finalement les responsables politiques, quelles que soient les lois qu'on a pu mettre en place qui, en effet, renforcent la protection des femmes, les ordonnances de protection, les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger, à un moment, on met encore trop ça à distance de nous, individuellement. C'est pas juste un problème de moyens, parce que l'Espagne a mis beaucoup d'argent en très peu de temps, 1 milliard en 5 ans. Quand vous regardez les moyens qui sont mis sur la question de l'hébergement d'urgence, de la formation des policiers et des gendarmes, sur la question de la santé, sur les droits reproductifs des femmes, honnêtement, il y a des moyens. On peut toujours demander plus de moyens, et je comprends totalement les associations, évidemment, qui le font. Mais je crois que c'est d'abord un sujet culturel, éducatif extraordinairement puissant. Je vous parlais de la question du porno. Pourquoi ? Parce que là encore, dans le procès de Mazan, c'est aussi ça qui ressort. C'est que la plupart des co-accusés de ce procès, on retrouve chez eux des images absolument insupportables. Désolée de le dire comme ça, mais c'est pas le porno auquel on pouvait avoir parfois accès et difficilement il y a 30 ans. C'est des millions d'images auxquelles on a accès en quelques clics seulement, avec de vraies femmes qui sont vraiment violées. Mais qu'est-ce qui pourrait réveiller aujourd'hui notre société ? Quand on voit sincèrement tous ces débats régulièrement à l'Assemblée nationale, et avant de vous recevoir, je regardais toutes vos interventions sur cette question-là. Il y a cette fois où vous étiez retrouvés au bord des larmes parce que quelqu'un vous accusait de faire de la récup politique sur cette question-là. Quand on voit ça, on se dit sincèrement, c'est pas gagné, quoi. Non, je crois que c'est un combat qui est jamais gagné, parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez le sentiment que ça y est, eh bien, vous relâchez un peu la garde. Et en fait, il ne faut jamais relâcher la garde sur ces questions-là. Parce qu'il y a des enjeux légaux, législatifs qui doivent être corrigés. Moi, j'en propose certains et d'autres en proposeront sans doute d'autres. Il y a des enjeux, en effet, de moyens à garantir. Et j'ai été ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je sais qu'à chaque fois, il faut se battre pour garantir que ce budget ne soit absolument pas touché et modifié, et même qu'il soit renforcé. Ça peut tout nous arriver, c'est ça le message. Et même aux hommes, vous dites... Ça peut arriver à vos femmes, à vos filles, à vos... En fait, ce que je dis, c'est quelque chose de très difficile à entendre ce matin. C'est de dire qu'en effet, il ne faut plus tenir ça à distance de nous, parce que c'est dans la société. Et si on veut l'éradiquer de la société, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne toutes et tous notre part à ce combat. Pas encore une fois pour désigner du doigt ceux qui seraient les agresseurs potentiels, mais pour se dire que ça nous concerne tous. Et donc, on est une part de la solution. Et qu'encore une fois, si après le procès de Mazan, après 51 hommes co-accusés, qui sont des hommes
affreusement ordinaires, qui sont nos voisins, qui sont des bons pères de famille, qui ont toutes les professions, si ça ne nous réveille pas collectivement, si le courage de Gisèle Pelicot ne nous réveille pas collectivement, alors je ne sais pas ce qu'il faudra. Et j'espère sincèrement qu'on dit qu'il y aura un avant-après, que là, réellement, ce sera le cas et qu'il y aura unanimité là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous.